Avez-vous déjà vécu un moment si humiliant que vous avez eu l'impression que le monde s'arrêtait de tourner? Pour Mélanie Prieur, une serveuse de 24 ans dont les rêves étaient plus grands que son compte en banque. Ce moment est arrivé lorsque le milliardaire le plus redouté de la ville, Damien Quinqued, a reculé devant sa poignée de main comme si elle était du poison. Ce rejet public lui a coûté plus que sa fierté. Il lui a coûté son emploi, son espoir et presque son avenir. Mais ce que Damien Quinqued ignorait, c'est qu'en cet instant fugace et cruel, il n'avait pas simplement insulté une serveuse. Il avait déclenché une chaîne d'événements qui allait défaire son propre monde soigneusement construit, déterrer un fantôme de son passé et le forcer à affronter une vérité qu'il avait enfouie pendant des années. Ceci n'est pas l'histoire de simples excuses. C'est l'histoire de la façon dont un moment de rupture a conduit à un acte de rédemption étonnant que personne n'avait vu venir. L'air de l'Aurélia, un restaurant si exclusif qu'il n'avait même pas d'enseigne, était lourd de l'odeur de l'argent. Il sentait le cuir vieilli, les lys importés et un faible arôme presque métallique d'ambition. Pour Mélanie Prieur, il sentait la survie. Chaque soir, elle nouait le tablier blanc cassé et amidonné autour de sa taille et devenait un fantôme. Une présence silencieuse et efficace, glissant entre des tables chargées de réductions en écume et de desserts saupoudrés de feuilles d'or. Ses pieds, serrés dans des chaussures noires raisonnables mais impitoyables, diffusaient une douleur sourde qui irradiait le long de ses mollets. C'était une douleur familière, un rappel nocturne des journées de 16 heures qu'elle enchaînait entre ce travail et un service matinal dans un petit bistrot ouvrier. Chaque euro était un soldat dans sa guerre privée contre une montagne de dettes, une guerre menée au nom de sa mère, Hélène, dont le corps était lentement trahi par la sclérose en plaques. Mais l'Aurélia était plus qu'un simple salaire. C'était une fenêtre sur un monde dans lequel elle voulait désespérément entrer, non pas en tant que servante, mais en tant que créatrice. Caché dans son casier, sous son manteau usé, se trouvait un carnet de croquis rempli de rêves en graphite. Des bâtiments qui respiraient, des maisons qui récoltaient l'eau de pluie, des centres communautaires alimentés par le soleil. Elle n'était pas seulement une serveuse. Elle était une architecte en devenir, son esprit un plan directeur d'espace durable et magnifique. Son but ultime, le mirage scintillant à son horizon, était un master de l'école des Beaux-Arts de Paris. La lettre d'acceptation ressemblait à un fantasme, les frais de scolarité, à une condamnation à perpétuité. Ce soir-là, la tension à l'Aurélia était encore plus palpable que d'habitude. La table 7, la banquette d'angle convoitée avec une vue panoramique sur l'horizon étincelant de Lyon, était réservée à Damien Quinqued. Le nom était prononcé à voix basse et avec déférence par le personnel. Quinqued n'était pas seulement riche. Il était une force de la nature, un titan des affaires qui redessinait les horizons d'un simple trait de plume. Sa société, Holding Quinqued, était un léviathan de l'immobilier et de la technologie. Et Quinqued lui-même était un homme forgé dans le granit et la glace. Les histoires à son sujet étaient légendaires. Il avait un jour renvoyé un cadre pour avoir utilisé la mauvaise police dans une note de service. Il n'avait pas pris de vacances depuis 15 ans et il ne montrait jamais, au grand jamais, la moindre faiblesse. Mélanie fut assignée à sa table. Son directeur, un homme perpétuellement stressé nommé M. Dubois, l'avait pris à part. Prieur, avait-il sifflé, son haleine sentant le café froid. Pas une seule erreur. M. Quinqued finalise une fusion ce soir. Les hommes qui l'accompagnent viennent de la société Tanaka à Tokyo. Ce dîner vaut plus que ce restaurant tout entier. Ne parlez que si l'on vous parle. Soyez invisible. Compris? Oui, monsieur Dubois, avait répondu Mélanie, sa voix un contrepoint calme au battement frénétique de son cœur. Le groupe arriva à 20 heures précises. Damien Quinqued était exactement aussi imposant que les légendes le prétendaient. Il était grand, avec des lignes de costume si nettes qu'il semblait être une seconde peau. Ses cheveux étaient d'un argent discipliné aux tempes, son visage un masque de neutralité froide. Il se déplaçait avec une immobilité déconcertante, ses yeux ne manquant rien. Il était flanqué de son fidèle et omniprésent chef de cabinet, Jean-François, et de 2 hommes d'affaires japonais, qui s'inclinèrent légèrement, leur visage impassible. Pendant 2 heures, Mélanie fut le fantôme parfait. Elle remplissait les verres d'eau avant qu'ils ne soient vides, débarrassait les assiettes avec une grâce silencieuse et décrivait les amuse-bouches avec un professionnalisme discret. Elle observait Quinqued dominer la conversation, sa voix un grondement bas et autoritaire. Il était charmant quand il le fallait, impitoyable quand il corrigeait un détail du contrat posé sur la table. Il était un prédateur et ce dîner était son terrain de chasse. L'accord était sur le point d'être conclu. Une énergie tranquille de triomphe s'installa sur la table. Monsieur Tanaka, l'aîné des 2 Japonais, sourit pour la première fois de la soirée. Il leva son verre de Bordeaux millésimé. À un avenir prospère, Quinqued sang. Alors que Quinqued reposait son propre verre,
Son coude heurta le bord d'un verre d'eau fraîche que Mélanie venait de placer. Le temps sembla ralentir. Le gobelet de cristal bascula, une arche gracieuse et mortelle d'eau s'éclaboussant directement sur le coin de l'accord de fusion, la page même portant les lignes de signature. Un hoquet collectif aspira l'air de la table. L'encre sur la page commença à baver et à se brouiller. Monsieur Dubois, qui observait de l'autre côté de la salle, devint blême. La formation de Mélanie prit le dessus. Elle ne paniqua pas. D'un mouvement fluide et rapide, elle plaça son plateau de service en argent sous le bord de la table qui goûtait, attrapant l'excès d'eau avant qu'il ne puisse atteindre les genoux de quiconque. « Mes plus profondes excuses, monsieur, » dit-elle, sa voix stable, en sortant une serviette en lin plié et immaculée de son tablier. Avec le soin précis d'un chirurgien, elle épongea l'eau du précieux document, soulevant délicatement l'humidité sans faire baver l'encre. En moins de 10 secondes, la crise fut évitée. La page était légèrement humide, mais les signatures seraient récupérables. Elle avait sauvé le moment à plusieurs milliards d'euros. Une vague de soulagement déferla sur la table. Jean-François lui adressa un petit signe de tête approbateur. Monsieur Tanaka gloussa même doucement. Excellent réflexe, jeune femme. Damien Quinqued, cependant, se contenta de fixer la tache humide, la mâchoire serrée. Il n'avait pas regardé Mélanie une seule fois. Alors que les hommes d'affaires commençaient à rassembler leurs affaires, leur conversation désormais légère et festive, Mélanie retourna débarrasser les dernières assiettes de dessert. Elle avait fait son travail. Elle avait surmonté la tempête. Une petite vague de fierté inhabituelle monta en elle. Elle avait affronté le dragon dans son antre et avait tenu bon. Ressentant une impulsion soudaine et humaine de clore correctement la rencontre, et peut-être encouragée par les louanges de M. Tanaka, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Alors que Damien Quinqued se levait pour partir, elle se tourna vers lui. « Monsieur Quinqued, dit-elle, sa voix claire et respectueuse. Ce fut un honneur de vous servir, ainsi que vos invités, ce soir. Je vous souhaite le meilleur pour votre nouveau partenariat. » Et puis, elle tendit la main. C'était un simple geste universel de bonne volonté, un pont entre deux personnes. La réaction fut instantanée et brutale. Damien Quinqued baissa les yeux sur sa main tendue comme si elle lui avait offert une vipère. Son visage, déjà un masque froid, se tordit en un éclair de dégoût sincère. Il recula physiquement, ramenant sa propre main en arrière et la plaquant contre sa poitrine comme pour la protéger de la contamination. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux, froids et vifs comme des éclats de glace, parlaient pour lui. Ils la transpercèrent, la marquant d'une humiliation si profonde, si publique, qu'elle lui coupa le souffle. Le geste hurlait « Vous n'êtes rien. Vous êtes impur. Comment osez-vous présumer me toucher ?» Le moment s'étira en une éternité. Le joyeux bavardage à la table cessa. Le visage de Jean-François se crispa avec quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance douloureuse. Les deux hommes d'affaires japonais se figèrent, leur sensibilité culturelle heurtée par le manque de respect flagrant. Le restaurant tout entier, semblait-il, regardait. Mélanie sentit le sang quitter son visage. Sa main resta suspendue dans les airs pendant un battement de cœur, un monument à son erreur de calcul, avant qu'elle ne la laisse lentement, mécaniquement, retomber le long de son corps. Elle semblait incroyablement lourde. Elle voulait que le sol poli l'avale tout entière. Sans un autre regard, Damien Quinqued se tourna et sortit du restaurant à grandes enjambées, son entourage le suivant comme des poissons pilotes derrière un grand requin blanc. Le silence qu'il laissa derrière lui était assourdissant. Il ne fut rompu que par les pas furieux de M. Dubois. Il lui attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans son biceps, et l'entraîna vers son bureau. « Êtes-vous folle » siffla-t-il, son visage d'un violet marbré. « Qu'est-ce que vous pensiez faire, au nom de Dieu ? On ne touche pas les clients. On ne leur parle pas, et on ne tend certainement pas sa sale main de serveuse à un homme comme Damien Quinqued. Monsieur Dubois, j'essayais juste d'être poli. Vous essayez de vous faire virer, gronda-t-il en la poussant vers la porte. Et félicitations, vous avez réussi. Prenez vos affaires. C'est fini. Je ne veux plus jamais voir votre visage ici. Abasourdie, Mélanie ne put que bégayer. Mais j'ai sauvé le contrat. Vous avez embarrassé un milliardaire, rétorqua-t-il, sa voix dégoulinant de venin. Dans son monde, c'est un péché mortel. Maintenant, sortez. Elle retourna en titubant au vestiaire, le fantôme du dégoût de Quinqued s'accrochant à elle comme un linceul. Ses mains tremblaient, non pas de colère, mais d'une honte profonde et cellulaire. Elle retira le tablier blanc, maintenant un symbole de sa disgrâce, et attrapa son manteau et son précieux carnet de croquis. Alors qu'elle sortait dans la ruelle derrière l'Aurélia, dans l'air froid de la nuit, les tours scintillantes de la ville semblaient se moquer d'elle. C'était le monde de Quinqued,
un monde de pouvoir, de verre et d'acier, sans place pour une fille aux mains calleuses et aux rêves inutiles. La poignée de main, le refus, le licenciement, tout se fondit en un seul souvenir brûlant. Il n'avait pas seulement refusé sa main. Il avait écrasé son esprit. La première semaine après le licenciement fut une étude de la chute libre. La vie de Mélanie, autrefois une structure précaire mais stable de services et d'obligations, s'effondra en un vide informe d'anxiété. La ville, qui lui avait semblé pleine de promesses, ressemblait maintenant à une prison de béton. Chaque offre d'emploi pour un restaurant haut de gamme semblait se moquer d'elle. Expérience exigée. Références impeccables indispensables. Que pouvait-elle dire? J'ai été renvoyée pour avoir tenté de serrer la main d'un milliardaire. Les services au bistrot devinrent sa seule bouée de sauvetage. L'odeur de café brûlé et de bacon grésillant, un retour brutal à la réalité. L'argent n'était qu'un filet, pas un torrent, et la montagne des factures médicales de sa mère grandissait de jour en jour. Un nouveau médicament expérimental avait été recommandé par les médecins d'Hélène. Une lueur d'espoir avec un prix qui aurait tout aussi bien pu être d'1 milliard d'euros. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie », disait Hélène depuis son fauteuil, sa voix mince mais joyeuse au téléphone. Elle essayait toujours de paraître forte, une performance de bien-être qui brisait le cœur de Mélanie. « On va s'en sortir. » On s'en sort toujours. Mais elle ne s'en sortait pas. Mélanie regardait son carnet de croquis, les lignes élégantes d'un logement social avec un jardin sur le toit, et sentait un rire amer lui monter à la gorge. De qui se moquait-elle? Elle n'arrivait même pas à payer son propre loyer, encore moins à redessiner le monde. La lettre de l'école des beaux-arts était rangée dans un tiroir, un rappel cruel d'un avenir désormais officiellement impossible. Un après-midi pluvieux, blottie dans le coin d'un petit café, sirotant une seule tasse pendant plus d'1 heure, elle sortit le carnet de croquis. C'était sa seule thérapie. Elle commença à dessiner, se perdant dans les hachures d'une façade, la courbe d'un toit durable. Elle conçut une clinique communautaire nichée dans un quartier pauvre. Elle était ouverte, aérée, avec un atrium central rempli de plantes, conçue pour être apaisante, pour guérir. Elle déversa toute sa frustration, tout son sentiment d'injustice dans le dessin. C'était un bâtiment pour les gens ignorés, pour ceux qu'on faisait se sentir petits, un bâtiment avec de la dignité. Absorbée par son travail, elle ne remarqua pas l'heure jusqu'à ce que le barista lui demande poliment si elle avait besoin d'autre chose. Troublée, Mélanie remballa ses affaires, paya rapidement pour une nouvelle consommation qu'elle ne pouvait pas se permettre, et se précipita sous la pluie, laissant le carnet de croquis, son âme reliée dans du papier et du graphite, oublié sur la petite table en bois. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau pentouse qui semblait gratter les nuages, Damien Quinqued ne célébrait pas. La fusion Tanaka était un triomphe, un accord historique qui serait étudié dans les écoles de commerce pendant des années. Les actions de sa société avaient grimpé en flèche, pourtant un malaise troublant s'était installé dans son esprit. C'étaient les yeux de la jeune fille. Il ne parvenait pas à se défaire de leurs souvenirs. Au moment où il avait reculé, il avait vu plus que du choc dans ses yeux. Il avait vu une étincelle de fierté s'éteindre, une blessure profonde qui était totalement dénuée de colère. C'était le regard d'un esprit en train de se briser, et cela le hantait. « La presse se régale, monsieur », dit Jean-François, debout devant l'immense bureau en obsidienne de Quinqued. Il tenait une tablette affichant les gros titres. Quinqued conclut un accord de 1000 milliards de yens. Tout s'est parfaitement déroulé. Quinqued regardait par la baie vitrée, la mâchoire serrée. Pas tout. Jean-François, qui servait Quinqued depuis 2 décennies, savait comment naviguer dans les humeurs de son employeur. Il avait vu l'incident au restaurant, et il avait vu la lueur de quelque chose d'ancien et de douloureux dans les yeux de Quinqued. Il savait qu'il ne s'agissait pas de germe ou de snobisme. Il s'agissait d'Éléonore. Éléonore, la défunte épouse de Quinqued. Le nom était un fantôme qui vivait dans les espaces silencieux et opulents de la vie de Quinqued. Elle avait été son opposée, chaleureuse là où il était froid, compatissante là où il était pragmatique. Elle était une philanthrope, une croyante en l'humanité, et elle était morte il y a 5 ans, une mort que Quinqued, secrètement, en privé, s'attribuait. Le dernier homme à qui il avait serré la main avant sa mort était Robert Duval, un partenaire dans une entreprise de biotechnologie qu'Éléonore avait soutenue. Duval l'avait regardé dans les yeux, lui avait serré la main fermement, et lui avait assuré que les essais de médicaments expérimentaux étaient sûrs, que le financement était sécurisé. Une semaine plus tard, l'entreprise s'effondrait. Duval disparut avec le capital d'investissement. Les essais se révélèrent frauduleux, et le médicament qui aurait pu sauver Éléonore, ainsi que des dizaines d'autres patients, ne se matérialisa jamais. La poignée de main était devenue pour Quinqued le symbole ultime de la trahison, le geste d'un menteur, une promesse qui ne signifiait rien. Depuis,
Il n'avait volontairement serré aucune main. Il portait son aversion comme une armure, un bouclier contre le souvenir de son propre échec à protéger la seule personne qu'il aimait. Mais la serveuse, elle n'était pas une menteuse. C'était une jeune femme qui faisait son travail, une femme qui avait agi avec plus de grâce sous pression que la plupart de ses cadres. Son rejet public et cruel envers elle semblait différent. Il semblait injuste. C'était le genre de cruauté désinvolte contre laquelle Éléonore s'était toujours insurgée. « Tes bâtiments sont magnifiques, Damien, » disait-elle, sa voix un doux reproche. « Mais ce ne sont que du verre et de l'acier. Ils manquent d'âme. Ils n'aident pas les gens dans la rue en bas. » « Jean-François, » dit Quinquet en se détournant de la fenêtre, sa voix basse. La serveuse de l'Aurélia. Comment s'appelait-elle? L'expression de Jean-François resta neutre. Mais il était surpris. Quinquet ne regardait jamais en arrière. « Je ne sais pas, monsieur, mais je peux le découvrir. »« Découvrez-le, » ordonna Quinquet. « Découvrez tout. Et découvrez ce qui lui est arrivé après notre départ. » Il rationalisa l'ordre comme une façon de régler une affaire en suspens, une question de gestion des risques. Mais au fond, un motif différent s'agitait. C'était l'écho de la voix de sa femme, le souvenir des yeux de la jeune fille, et un sentiment croissant et inconfortable d'avoir brisé quelque chose qui aurait dû être protégé. Jean-François était efficace et discret. Il lui fallut moins d'une journée. Il retourna au bureau de Quinquet avec un mince dossier. « Elle s'appelle Mélanie Prieur, » commença-t-il, son ton purement factuel. 24 ans. Sa mère, Hélène Prieur, souffre d'une sclérose en plaques à un stade avancé. Les factures médicales sont substantielles. Mademoiselle Prieur cumulait 2 emplois pour les couvrir. Elle était étudiante en architecture, acceptée dans le programme de master de l'École des Beaux-Arts, mais n'a pas pu payer les frais de scolarité. Quinquet écoutait, son visage indéchiffrable. Jean-François continua. Elle a été renvoyée de l'Aurélia immédiatement après l'incident. Le directeur a cité une conduite non professionnelle avec un client de haut rang. Depuis, elle n'a pas pu trouver de travail dans un établissement similaire. Chaque mot était une petite pierre pointue frappant Quinquet. Renvoyé. À cause de lui. Sa réaction impulsive, alimentée par un traumatisme, avait eu un effet domino sur la vie de cette jeune femme, brisant sa stabilité et, semblait-il, ses rêves. « Il y a encore une chose, monsieur, » dit Jean-François, son professionnalisme se fissurant enfin pour laisser paraître une pointe de quelque chose de plus. Il posa un grand carnet de croquis légèrement usé sur la surface brillante du bureau. J'ai suivi ses déplacements. Elle fréquente un café dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle a laissé ceci hier par erreur. J'ai pris la liberté de le récupérer avant qu'il ne soit perdu. Je pense que vous devez le voir. Quinquet fixa le simple et modeste carnet de croquis. Pourquoi? Parce que, dit Jean-François, son regard fixe, il ne s'agit pas de qui elle est, monsieur. Il s'agit de qui elle pourrait être. Hésitant, comme si cela pouvait le brûler, Damien Quinquet tendit la main et ouvrit le carnet de croquis. Les pages du carnet de croquis semblaient étrangères entre les mains de Damien Quinquet. Son monde était celui des prospectus glacés, des plans numériques et des contrats juridiquement contraignants. Ceci était différent. C'était brut, intime et profondément humain. Les premières pages étaient remplies de rendus habiles mais standards de gratte-ciel modernistes et d'intérieurs minimalistes épurés. Ils étaient techniquement excellents, le genre de travail qu'il voyait chez les jeunes architectes de sa propre entreprise. Compétent mais sans âme. Il faillit le rejeter. Puis le ton du carnet changea. Il tourna une page et fut accueilli par un dessin si détaillé qu'il ressemblait à la photographie d'un lieu qui n'existait pas encore. C'était la clinique communautaire que Mélanie avait dessinée dans le café. La légende, en petits caractères nets, disait « Le centre de bien-être Hélène Prieur ». Un espace pour guérir, pas pour attendre. Quinquet ressentit une secousse, un choc physique qui lui parcourut la colonne vertébrale. Hélène Prieur, sa mère. Ce n'était pas seulement un dessin. C'était un acte d'amour. La prière désespérée d'une fille rendue en graphite. Il regarda de plus près. Il vit les détails que ses propres architectes manquaient souvent. Les pentes des rampes conçues pour un accès facile en fauteuil roulant. Les salles d'attente divisées en plus petits modules privés pour réduire l'anxiété. Les fenêtres orientées au sud positionnées pour maximiser la lumière naturelle qui améliorait l'humeur. Un atrium central, intitulé le jardin Éléonore, était rempli de plantes thérapeutiques. Le jardin Éléonore. Le nom le frappa comme un coup physique. Il sentit l'air quitter ses poumons. Éléonore. Son Éléonore avait été une jardinière passionnée. Elle avait toujours parlé du pouvoir de guérison de la nature, de la création de sanctuaires de paix au sein de la pierre froide de la ville.
Il pouvait presque entendre sa voix murmurer par-dessus son épaule. « Tu vois, Damien, c'est ce que je voulais dire. » Il tourna les pages avec une nouvelle intensité fébrile. Chaque dessin était une révélation. Un projet pour un refuge pour sans-abri qui ressemblait moins à une institution qu'à une collection de micro-maisons dignes, chacune avec un petit jardin privé. Une bibliothèque publique pour un quartier à faible revenu avec un toit à panneaux solaires qui réinjectait de l'énergie dans le réseau local, réduisant les coûts des services publics pour toute la communauté. Un projet de logement multigénérationnel où les appartements pour personnes âgées étaient intégrés à des unités familiales abordables et à une crèche, favorisant la connexion et le soutien mutuel. Ces notes remplissaient les marges. Ce n'était pas du jargon architectural. C'étaient des notes sur les gens. Matériaux insonorisants pour les murs près de la crèche. Chemins texturés pour les malvoyants. Système de toiture pour collecter l'eau de pluie pour le potager communautaire. Réduit les factures d'eau et fournit de la nourriture fraîche. Ce n'était pas de l'architecture comme un monument à la richesse ou au pouvoir. C'était de l'architecture comme un acte de service. C'était tout ce que sa défunte femme avait essayé de lui expliquer. Tout ce qu'il avait été trop occupé, trop arrogant, trop concentré sur le résultat net pour comprendre. Ces bâtiments étaient des repères sur une carte. Ceux de Mélanie Prieur étaient des repères dans la vie des gens. Il vit avec une clarté à la fois humiliante et horrifiante l'ampleur de son erreur de jugement. Il n'avait pas seulement insulté une serveuse. Il avait rabaissé une artiste, une visionnaire, une jeune femme avec plus d'âme et de but dans son petit doigt que lui dans tout son empire de plusieurs milliards d'euros. Et lui, avec sa cruauté désinvolte et irréfléchie, avait failli éteindre cette lumière. Il l'avait renvoyée d'un emploi dont elle avait besoin, l'éloignant encore plus d'un rêve qui pourrait profiter à d'innombrables autres. « Jean-François, dit-il, la voix rauque. Il ne leva pas les yeux du carnet de croquis. « Monsieur. Annulez mon après-midi. Tout. Monsieur, vous avez l'examen trimestriel avec le conseil d'administration. Annulez-le, répéta-t-il, sa voix plus dure maintenant, mais pour une raison différente. Pas de la colère, mais une soudaine urgence brûlante. Il leva enfin les yeux vers son chef de cabinet, et pour la première fois en 5 ans, Jean-François vit autre chose que le deuil ou l'ambition dans les yeux de son patron. Il vit un but. J'ai besoin que vous fassiez 2 choses pour moi. Premièrement, je veux que vous contactiez le comité des admissions de l'école des Beaux-Arts. Je veux établir une subvention anonyme. Elle s'appellera la Bourse Nouvelle Vision. Elle fournira une prise en charge complète et inconditionnelle. Frais de scolarité, logement, matériel, frais de subsistance, pour une étudiante du programme de master en architecture. Cette étudiante est Mélanie Prieur. Je veux que la lettre soit sur son paillasson demain matin. Elle ne doit pas savoir de qui cela vient. Est-ce compris ? Jean-François cligna des yeux, stupéfait par l'ampleur et la rapidité de l'ordre, mais il hocha la tête. Parfaitement, monsieur. Deuxièmement, continua Quinquède, son regard revenant au dessin du centre de bien-être nommé d'après la mère de Mélanie. Je veux que vous réunissiez notre équipe juridique, nos meilleurs conseillers en philanthropie et notre responsable de la communication. Réservez la grande salle de bal de l'hôtel Le Meurice pour une conférence de presse dans 1 semaine. Nous lançons une nouvelle fondation caritative. Jean-François griffonnait furieusement des notes. Une nouvelle fondation, monsieur ? Quel en sera l'objectif ? Damien Quinquède ferma doucement le carnet de croquis, avec révérence. Il pensa aux rêves perdus de sa femme et à ceux, brillants, de cette jeune femme. Il pensa à la poignée de main, le symbole ultime d'une promesse rompue, et à la nouvelle promesse qu'il était sur le point de faire. Une chance de construire quelque chose qui n'était pas seulement du verre et de l'acier. Une chance de construire un héritage dont Éléonore aurait été fière. L'objectif, dit Quinquède, une émotion étrange et inconnue épaississant sa voix, sera axé sur les gens. Elle financera et construira le genre de projet que vous voyez dans ce carnet. Une architecture durable et axée sur la communauté. Elle sera dédiée à la construction d'un monde meilleur, un espace digne à la fois. Une merveilleuse initiative, monsieur, dit Jean-François en levant les yeux de son bloc-notes. Comment l'appellerez-vous ? La Fondation Quinquède ? Damien se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui portait son nom sur une demi-douzaine de tours. Pour la première fois, elles lui semblèrent vides. Il était sur le point de donner un nom à cette nouvelle entreprise, un nom qui lierait son passé à son avenir, son deuil à son nouvel espoir. Un nom qui honorerait la femme qu'il avait inspirée dans la vie et celle qui, sans le savoir, l'avait sauvé de lui-même. Non, Jean-François, dit-il doucement. Nous allons l'appeler la Fondation Éléonore Prieur. L'enveloppe qui arriva était épaisse et portait le sceau de l'école des Beaux-Arts.
Mélanie la vit dans la boîte aux lettres communes de son immeuble délabré et supposa qu'il s'agissait d'un rejet formel final, ou peut-être d'une facture pour les frais de dossier qu'elle avait payés avec ses derniers euros. Son cœur se serra. C'était une autre porte qui se fermait. Elle la monta à l'étage, ses pieds traînant de fatigue après un service de 12 heures au bistrot. L'appartement était calme. Sa mère passait une bonne journée et était sortie avec une amie de son groupe de soutien, une petite miséricorde. Mélanie ne pensait pas pouvoir supporter de feindre un sourire pour sa mère en ce moment. Elle ouvrit l'enveloppe avec un couteau de cuisine, sa main sentant encore légèrement la graisse et l'eau de javel. Elle sortit le papier à en-tête épais et commença à lire. « Chère mademoiselle Prieure, au nom du comité des admissions, talent exceptionnel, une nouvelle bourse, la bourse Nouvelle Vision, financement intégral pour l'ensemble de votre programme de master, y compris les frais de scolarité, le logement, une allocation et tous les coûts associés, bienfaiteur anonyme, profondément impressionné par votre potentiel. Nous vous félicitons et attendons avec impatience votre arrivée. » Les mots se brouillèrent. Elle les relut une deuxième, puis une troisième fois. Cela n'avait aucun sens. Financement intégral, bienfaiteur anonyme. C'était du domaine des contes de fées, pas de la dure réalité de sa vie. Elle s'affaissa sur son canapé usé, la lettre tremblant dans sa main. Cela ressemblait à une farce, une blague cruelle et élaborée. Mais le papier à en-tête était réel. La signature du doyen était réelle. Une vague d'incrédulité si puissante qu'elle ressemblait à un vertige la submergea. Des larmes montèrent à ses yeux. Pas des larmes de tristesse, mais d'une joie confuse et écrasante. C'était un miracle, une bouée de sauvetage qui lui était lancée alors qu'elle était sur le point de se noyer. Qui ferait une chose pareille? Elle n'avait pas de parents riches, pas d'admirateurs secrets. L'idée d'un bienfaiteur anonyme était si étrangère, si en dehors du domaine de son expérience, que cela ressemblait à un message d'une autre planète. La première personne qu'elle appela fut sa mère. Le cri de bonheur pur et sans mélange d'hélène fut le plus beau son que Mélanie ait jamais entendu. Pendant quelques heures, le poids écrasant de leur vie s'allégea. Elles célébrèrent avec une bouteille de cidre mousseux bon marché, leur petit appartement rempli de rires et de projets pour l'avenir. Mélanie irait à Paris. Elle deviendrait architecte. Elle pourrait enfin construire le centre de bien-être qu'elle avait conçu pour sa mère. Peut-être pas exactement celui-là, mais elle pourrait apprendre comment faire. L'espoir, une émotion qu'elle pensait avoir perdue à jamais, revint en un raz-de-marée. Pourtant, un fil d'inquiétude subsistait. L'anonymat de tout cela était troublant. Qui l'observait? Qui connaissait son rêve avec une telle intimité qui le financerait si complètement? Elle ressentait l'étrange sensation d'être un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Sa vie soudainement écrite par une main invisible. Quelques jours plus tard, une autre enveloppe arriva. Celle-ci était différente. C'était un carton épais de couleur crème, livré par coursier. C'était une invitation. Monsieur Damien Quinqued a le plaisir de vous convier à la conférence de presse inaugurale et au lancement de la Fondation Éléonore Prieure. Mélanie fixa le nom, son sang se glaçant. Damien Quinqued. L'homme du restaurant. La source de sa plus profonde humiliation. Et puis elle vit l'autre nom. Prieure. Son propre nom de famille, lié à celui d'une étrangère, Éléonore. C'était une coïncidence trop grande. Quinqued, l'homme qui ne voulait pas lui toucher la main, l'invitait maintenant à un événement majeur, et la fondation portait son nom. C'était impossible. Ce devait être un autre prieur, un nom commun. Ça devait l'être. Mais l'invitation lui avait été envoyée directement, à son nom. Son premier instinct fut de la jeter, de prétendre qu'elle n'était jamais arrivée. Le souvenir de sa révulsion était une blessure fraîche. Pourquoi voudrait-elle se retrouver dans la même pièce que cet homme? Mais la curiosité, une force puissante et dangereuse, la rongeait. La bourse Nouvelle Vision. La fondation Éléonore Prieure. Les pièces du puzzle flottaient autour d'elle, et elle ressentait un besoin impérieux de voir comment elle s'assemblait. Même si l'image finale était une qu'elle n'aimerait pas. Elle décida d'y aller. Elle serait à nouveau un fantôme, comme elle l'avait été à l'Aurélia. Elle se tiendrait au fond, observerait depuis l'ombre et essaierait de comprendre. La salle de bal de l'hôtel Le Meurice était à des années-lumière de son petit appartement. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des cascades gelées, et l'air bourdonnait du murmure calme des confiants de l'élite de la ville. Des journalistes bordaient les murs, leurs appareils photo prêts. Des chefs d'entreprise, des politiciens et des personnalités mondaines remplissaient les chaises aux garnitures dorées. Mélanie, vêtue de sa seule belle robe noire, celle qu'elle gardait pour les enterrements, se sentait terriblement déplacée. Elle serra son petit sac à main et trouva une place près du fond, partiellement cachée par un pilier de marbre. Les lumières s'éteignirent.
Un silence se fit dans la pièce. Jean-François, l'omniprésent chef de cabinet de Quinquède, se dirigea vers le podium. Il fit une brève introduction sur le pouvoir de la philanthropie et la vision d'une nouvelle ère de responsabilité d'entreprise. Puis il prononça les mots qui firent battre le cœur de Mélanie à tout rompre. Et maintenant, j'ai l'insigne honneur de vous présenter le fondateur et président de cette nouvelle initiative, M. Damien Quinquède. Damien Quinquède monta sur scène. Il semblait différent de ce qu'il était au restaurant. L'armure de froide indifférence avait disparu. Il semblait plus lourd, plus humain. Ses yeux balayèrent la foule, et pendant une seconde terrifiante, Mélanie eut l'impression qu'il se posait directement sur les siens. Il s'éclaircit la gorge et un silence tomba sur la pièce. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix n'étant pas le grondement autoritaire dont elle se souvenait, mais quelque chose de plus calme, de plus sombre. « La plupart d'entre vous me connaissent comme un bâtisseur. Un homme qui traite de béton, d'acier et de valeur pour les actionnaires. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était suffisant. Que construire des structures plus grandes, plus hautes et plus rentables était un héritage digne. » Il marqua une pause, reprenant son souffle. J'avais tort. Une ondulation de surprise parcourut l'audience. Damien Quinquède n'admettait pas ses torts. Un héritage, ce n'est pas ce que l'on construit, continua-t-il, le regard lointain. C'est ce que l'on laisse derrière soi dans la vie des autres. C'est une leçon que ma défunte épouse, Éléonore, a essayé de m'enseigner pendant des années. Elle croyait en l'âme d'un lieu. Elle croyait que les bâtiments devaient servir les gens, et non l'inverse. Elle croyait en la bonté, en la dignité et au fait de tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Il baissa les yeux sur ses propres mains posées sur le podium. Mélanie se surprit à les fixer, se souvenant de sa propre main laissée en suspens dans le vide. « Récemment, dit-il, sa voix baissant légèrement, on m'a rappelé la leçon d'Éléonore d'une manière très abrupte. J'ai eu une brève rencontre fortuite avec une jeune femme. Une femme d'un immense talent, d'une dignité tranquille et d'une vision d'un monde meilleur que j'avais perdu de vue depuis longtemps. Dans un moment d'arrogance profonde, un moment que je regrette amèrement, je n'ai pas réussi à voir la personne en face de moi. J'ai vu sa position dans la vie, pas son âme. » Mélanie se figea derrière son pilier, le souffle coupé. Il parlait d'elle. Il parlait de cette nuit-là. Elle sentit une centaine de paires d'yeux se tourner, chercher, même si personne ne savait de qui il parlait. Son visage brûlait. Cette jeune femme, poursuivit Quinquède, conçoit des bâtiments qui ont ce que les miens ont toujours manqué, un cœur. Elle conçoit des lieux de guérison, de communauté, d'apprentissage, des lieux qui élèvent les gens. Son travail m'a rappelé le rêve d'Éléonore. C'est un rêve que j'ai laissé mourir. Aujourd'hui, je suis ici pour le ramener à la vie. Il se redressa, sa voix retrouvant sa force familière. Mais maintenant, elle était imprégnée d'une nouvelle passion. C'est pourquoi j'annonce la création d'une nouvelle fondation caritative d'1 demi-milliard d'euros. Sa seule mission sera de financer, de concevoir et de construire le type d'architecture qui sert l'humanité. Elle créera des bourses pour les étudiants ayant une vision similaire. Et elle lancera son premier projet, un centre de bien-être ultramoderne pour les patients atteints de sclérose en plaques et leurs familles, d'ici l'année prochaine. Les genoux de Mélanie devinrent faibles. Un centre de bien-être pour les patients atteints de CEP. Le centre de bien-être Hélène Prieur de son carnet de croquis. C'était impossible. Cette fondation, déclara Quinquède, sa voix résonnant de conviction, est nommée en l'honneur de 2 femmes remarquables. La femme qui m'a donné mon passé et la femme qui, sans le savoir, m'a montré mon avenir. Il regarda la mère de visage, ses yeux trouvant le fond de la salle, trouvant le pilier, la trouvant elle. C'est mon honneur, dit-il, la voix épaisse d'émotion, de présenter la fondation Éléonore Prieur. Le nom frappa la pièce comme un coup de tonnerre. Prieur. Les journalistes commencèrent à murmurer, griffonnant frénétiquement. Mélanie sentit le sol basculer sous ses pieds. C'était elle, son nom entrelacé avec son histoire, placardé sur la plus grande annonce philanthropique de l'année. Mais Quinquède n'avait pas fini. Le travail de la Fondation sera guidé par la vision qu'il a inspirée. C'est pourquoi nous avons également attribué notre toute première bourse, la bourse Nouvelle Vision, à sa plus méritante récipiendaire. Il la regardait toujours. Son regard était une encre qui la maintenait en place. Je voudrais lui demander de bien vouloir s'avancer. Mademoiselle Mélanie Prieur, voudriez-vous s'il vous plaît me rejoindre sur scène? Silence. Il s'abattit sur la grande salle de bal, non pas comme une absence de son, mais comme une entité vivante, une présence épaisse et profonde qui absorbait les murmures, le tintement des verres et le bruissement des tissus coûteux. Toutes les têtes dans la salle, une mer des visages les plus influents de la ville, pivotèrent à l'unisson, suivant la ligne du regard de Damien Quinquède.
Leurs yeux voyagèrent au-delà des rangées de chaises dorées, au-delà des journalistes curieux, jusqu'à l'alcôve ombragée tout au fond de la salle, où une femme se tenait figée à côté d'un pilier de marbre. Le projecteur, qui avait baigné Quinquette d'une lueur douce et autoritaire, pivota avec une vitesse et une précision déconcertantes. Il trouva Mélanie, l'épinglant dans son cercle lumineux et accusateur. Elle sentit un hoquet se loger dans sa gorge. Le pilier qu'elle avait choisi pour son anonymat réconfortant était maintenant le marqueur de sa soudaine et involontaire exposition. Pendant un moment vertigineux, elle fut un animal pris dans le faisceau du chasseur. Son cœur martelait contre ses côtes avec un rythme frénétique et primal. C'était un cauchemar, un dévoilement public surréaliste qu'elle n'aurait jamais pu concevoir. Elle était venue ici comme un fantôme, avec l'intention d'observer depuis la périphérie, de rassembler les pièces éparses du puzzle de sa vie à une distance de sécurité. Au lieu de cela, Quinquette avait tendu la main à travers la salle caverneuse et l'avait entraînée au centre même de son récit, faisant d'elle la protagoniste involontaire. Son esprit vacillait, essayant de traiter les mots impossibles qu'elle venait d'entendre. La Fondation Éléonore Prieur. Son nom ordinaire et quelconque, maintenant fusionné avec celui d'un fantôme du passé d'un milliardaire, placardé sur une entreprise d'un demi-milliard d'euros. Cela ressemblait à une violation, un vol de son identité. Il avait pris son nom sans demander, tout comme il avait pris sa dignité cette nuit-là à l'Aurélia. Elle le vit. Sur scène, attendant. Son visage, dépouillé de son habituelle contenance de fer, était un livre ouvert d'anticipation, et dans ses yeux, elle le vit. Une lueur de peur brute et non dissimulée. Il avait tout misé sur ce moment. Devant les médias du monde entier, devant les membres de son conseil d'administration et ses rivaux, il s'était rendu vulnérable. Il avait déposé sa fierté, son pouvoir, sa réputation, et attendait son verdict. Si elle se détournait, si elle fuyait, son grand geste ne ferait pas qu'échouer. Il se retournerait contre lui de façon spectaculaire, transformant sa rédemption prévue en un spectacle public de rejet, le confirmant comme le monstre qu'il essayait de ne plus être. Une guerre s'enflamma en elle, féroce et instantanée. « Fuis !» hurlait la partie d'elle qui brûlait encore du souvenir frais et cuisant de son dégoût. La partie qui se souvenait du poids de sa main retombant à son côté, de la piqûre froide des doigts de M. Dubois sur son bras, de l'écho creux de la ruelle après son licenciement. C'est juste un autre jeu de pouvoir. Il utilise ton histoire, ton humiliation comme accessoire. Ne le laisse pas t'acheter. Ne le laisse pas transformer ta douleur en son salut. Ta dignité t'appartient. Sors par cette porte et garde-la. Mais une autre voix, plus calme et plus mesurée, se fraya un chemin à travers la rage. C'était la voix qui avait esquissé des plans alors que son monde s'effondrait. C'était la voix de l'architecte. Elle la pressait de regarder le projet dans son ensemble, pas seulement la pierre angulaire douloureuse. Elle lui rappela l'enveloppe épaisse des beaux-arts, la bourse impossible qui avait semblé être un miracle divin. Elle murmura le nom du premier projet de la Fondation, un centre de bien-être pour les patients atteints de sclérose en plaques, un sanctuaire pour sa mère. Un rêve qu'elle avait déversé sur une page, une prière qu'elle n'avait jamais cru voir exaucée. Il n'avait pas seulement vu une serveuse à plaindre. Il avait vu son travail. Il avait ouvert son carnet de croquis et compris le langage de son âme. Ce n'était pas seulement des excuses pour une insulte. C'était une reconnaissance de sa vision. La Fondation n'était pas seulement un baume pour sa conscience. C'était une plateforme pour ses rêves. Elle se trouvait à un carrefour. Un chemin menait aux ombres, préservant sa fierté, mais laissant ses rêves dans la poussière. L'autre chemin menait à la lumière aveuglante de la scène, vers un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais il exigeait qu'elle traverse le feu de sa propre humiliation une dernière fois. Il exigeait le pardon. Lentement, comme si ses chaussures étaient soudées au sol, elle força un pied devant l'autre. Elle se détacha du pilier, sortant de l'ombre pour entrer dans l'éclat total et choquant de la lumière. Une inspiration collective parcourut la salle, suivie d'une tempête frénétique de flashs d'appareils photo. Le son était comme une agression physique, une batterie de petites explosions qui la firent tressaillir. Elle garda les yeux rivés sur Quinquette. Il était le seul point fixe dans un univers qui avait soudainement basculé sur son axe. La descente de l'allée centrale fut la plus longue de sa vie. Chaque pas était une décision consciente et délibérée. Les visages qu'elle croisait étaient un flou d'expression, étonnement, admiration, pitié, curiosité brute. Elle sentait leur regard sur sa simple robe noire, sur son visage rouge, sur ses mains tremblantes. Elle n'était plus Mélanie Prieur, la serveuse. Elle n'était plus un visage anonyme dans la foule. En l'espace du discours de Quinquette, il avait réécrit son identité pour tout le monde dans cette pièce. C'était maintenant à elle de décider si elle accepterait. En arrivant à la scène, les marches semblaient se dresser comme une falaise. Jean-François,
l'aide de camp omniprésent de Kincaid, était là, la main tendue pour l'aider à monter. Son masque professionnel avait disparu, remplacé par un regard de respect sincère et profond. Alors que ses doigts se refermaient sur les siens, il se pencha et murmura, sa voix un souffle bas et sérieux destiné uniquement à elle, « Mademoiselle Prieure. Merci. » Dans ses yeux, elle comprit. Il ne la remerciait pas seulement d'être montée sur scène. C'était lui qui avait trouvé le carnet de croquis. Il était le pont. Il la remerciait de donner à son patron une chance de devenir un homme meilleur. Elle monta les dernières marches et se tint sur la scène, face à Damien Kincaid. La chaleur des projecteurs était intense. Le silence des centaines de spectateurs était une pression physique. Ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, l'espace entre eux crépitant du souvenir de leur première rencontre et du potentiel électrique de leur seconde. Il fit un pas de plus, comblant la distance. Il semblait plus petit de près, sans son armure de richesse et d'arrogance. Il ressemblait à un homme portant un lourd fardeau. « Mademoiselle Prieure », dit-il, sa voix calme et brute, mais elle portait avec une clarté parfaite à travers les microphones. « Je sais qu'aucun mot ne peut entièrement réparer le manque de respect que je vous ai montré. Mes actions étaient inexcusables. » Il la regarda droit dans les yeux, et elle ne vit aucune tromperie, seulement un regret profond hélas. Elles sont nées d'une douleur privée, mais c'est une explication, pas une excuse. J'ai eu tort. L'aveu simple et sans fioriture flotta dans l'air. Il n'essayait pas de se justifier. Il confessait simplement son échec. « Votre travail, » continua-t-il, sa voix retrouvant une lueur de la passion qu'elle avait entendue plus tôt. « Votre vision, cela m'a rappelé un rêve que je croyais enterré pour toujours. Vous concevez des bâtiments avec une âme. Vous m'avez montré ce que signifie construire avec un but à nouveau. Pas pour le profit, mais pour les gens. » Puis il le fit. Il accomplit l'acte qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements. Mais cette fois, il était transformé. Il tendit la même main qui avait reculé devant elle comme devant un lépreux. Cette fois, elle ne se retira pas. LS avança. Ce n'était pas un geste de renvoi, mais d'invitation, une supplique. Elle vit le léger tremblement de ses doigts, la ligne tendue de sa mâchoire. Il était terrifié. « Mademoiselle Mélanie Prieure, » dit-il, sa voix résonnant d'une sincérité puissante et désespérée qui brisa ses dernières défenses. « Je vous demande d'être la première partenaire de la Fondation Éléonore Prieure. Je vous demande votre pardon, et je vous demande si vous me feriez le profond honneur d'accepter mes excuses et ma poignée de main. » Le monde s'arrêta. Il n'y avait plus que deux, suspendus dans un moment de grâce impossible. Elle baissa les yeux sur sa main tendue. Elle pensa à sa mère, dont l'avenir tenait désormais la promesse de confort et de soins. Elle pensa au couloir des Beaux-Arts, un monde qui était maintenant le sien. Elle pensa aux cliniques et aux centres communautaires qu'elle aurait maintenant le pouvoir de créer. Il ne lui offrait pas seulement des excuses. Il lui offrait les outils pour construire ses rêves. Des rêves qu'il avait failli écraser. Il avait pris le pire moment de sa vie et tentait de le transformer en la fondation de son meilleur avenir. Le pardon, réalisa-t-elle à cet instant, n'était pas une faiblesse. Ce n'était pas de la soumission. C'était sa propre forme de pouvoir. C'était le pouvoir de libérer le passé, de revendiquer l'avenir et de choisir la création plutôt que la destruction. Un petit sourire sincère, le premier qu'elle avait ressenti depuis des semaines, effleura ses lèvres. Lentement, délibérément, elle leva sa propre main. Ce n'était pas la main tremblante et incertaine d'une serveuse honteuse. C'était la main stable et confiante d'une architecte, la main d'une partenaire, la main d'une femme qui connaissait sa propre valeur. Elle plaça sa main dans la sienne. Sa poignée était ferme, chaude et réelle. C'était une connexion, pas une transaction. Alors que leurs mains se serraient, une vague tonitruante d'applaudissements éclata dans la salle de bal. Un rugissement d'approbation et de libération. Les flashs des appareils photo explosèrent dans un crescendo final et aveuglant, capturant l'image qui les définirait. Le titan et la rêveuse, leurs mains liées dans un pacte de pardon, de rédemption et d'un nouveau départ à couper le souffle. 2 ans plus tard, les premiers rayons du soleil matinal frappèrent l'atrium envers du centre de bien-être Hélène Prieure. Le bâtiment était exactement tel que Mélanie l'avait dessiné dans son carnet de croquis. Seulement maintenant il était réel, tangible et rempli de lumière. À l'intérieur, les patients n'étaient pas assis en rangées anxieuses, mais dans des alcôves confortables, entourés par la verdure du jardin Éléonore. Le bâtiment respirait. Il guérissait. Mélanie, maintenant dans sa dernière année aux Beaux-Arts et consultante active pour la Fondation, se tenait sur un balcon surplombant le jardin. Elle n'était plus un fantôme dans une cage dorée. Elle était l'architecte de ce sanctuaire. Sa mère, dont l'état s'était stabilisé et considérablement amélioré grâce aux soins prodigués par le centre, était en bas, faisant du bénévolat,
son rire résonnant dans l'espace que sa fille avait conçu. Damien Kincaid était là aussi. Il n'était plus l'homme qu'elle avait rencontré à l'Aurélia. La glace dans ses veines avait fondu. Il visitait souvent le centre, non pas comme un bienfaiteur vérifiant son investissement, mais comme un homme trouvant du réconfort. Il connaissait les patients par leur nom. Il passait ses après-midi à leur parler, à écouter leurs histoires. Il construisait un autre type d'empire maintenant, un empire mesuré en vie touchée, pas en euros gagnés. Sa relation avec Mélanie était faite d'un profond respect professionnel et d'une amitié calme et tacite. Ils étaient des partenaires liés par une mission commune. Ils parlaient rarement de cette nuit au restaurant, mais elle était toujours là, une fondation invisible sur laquelle tout le reste avait été construit. Un après-midi, alors qu'ils se tenaient sur ce même balcon, Kincaid se tourna vers elle. « Vous savez, dit-il, la voix douce, Éléonore disait toujours que je collectionnais des choses, des entreprises, des bâtiments, de l'art. Elle disait que je ne me connectais jamais vraiment à rien de tout cela. Elle aurait adoré cet endroit. Elle vous aurait adoré. » Mélanie sourit, un sourire sincère et facile. « Je pense, dit-elle en regardant le jardin florissant, qu'elle est ici, dans tout cela. » Damien hocha la tête, une paix rare s'installant sur ses traits. Il regarda Mélanie, la jeune femme dont il avait un jour attaqué la dignité et qui, à son tour, l'avait sauvée de sa propre cage dorée. Il vit l'avenir, et pour la première fois depuis très longtemps, il semblait radieux. Il tendit la main, un geste familier et facile entre eux maintenant. Au prochain projet, Mademoiselle Prieure. Elle la prit sans hésitation, leurs poignées de main scellant non pas un accord commercial, mais une promesse. Une promesse de continuer à construire, de continuer à rêver, et de toujours voir l'âme à l'intérieur. Cette histoire est un puissant rappel que nos vies peuvent changer en un instant. Pas seulement à travers les épreuves, mais aussi par des actes inattendus de grâce et de rédemption. Le parcours de Mélanie, de serveuse humiliée à architecte visionnaire, ne consistait pas seulement à recevoir un cadeau. Il s'agissait de sa dignité inébranlable qui a inspiré un profond changement chez quelqu'un d'autre. Cela nous montre que sous la surface des titres et de la richesse, nous sommes tous humains, capables à la fois d'une grande cruauté et d'une bonté encore plus grande. C'est un témoignage de l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour réparer un tort, et que les choses les plus précieuses que nous pouvons construire ne sont pas faites d'acier et de verre, mais de bus et de compassion.